En 2024, une femme a versé 830 000 euros à quelqu'un qui n'existait pas. Elle les a versés à une voix, à des messages, à une présence. Une présence fabriquée, une fiction organisée, un personnage construit de toutes pièces. Et ce personnage portait un nom, Brad Pitt. Quand l'histoire a éclaté, la réaction a été immédiate. Les rires, les moqueries, les commentaires. Comment peut-on croire ça? Mais cette question est peut-être déjà une erreur, parce que cette histoire n'est pas une histoire de naïveté. Ce n'est pas l'histoire d'une femme qui n'aurait pas su voir. C'est l'histoire d'un lien. Un lien fabriqué, entretenu, répété. Un lien qui répond, qui revient, qui ne laisse aucun vide. Et le lien, ça ne se voit pas de l'extérieur. Alors aujourd'hui, on ne va pas seulement se demander comment a-t-elle pu y croire, on va regarder à quel moment une présence fabriquée peut devenir plus forte que le réel. Bienvenue dans Clinique du crime, saison 6, les crimes d'argent, épisode 1, le faux Brad Pitt, 830 000 euros pour une illusion. Elle s'appelle Anne, elle a 51 ans, elle vit à l'île Maurice. Un décor lumineux, de l'espace, une certaine douceur de vie. Sur le papier, rien ne manque. Elle est mariée à un homme plus âgé, 20 ans de plus. Un entrepreneur, une vie construite, installée, structurée. Mais au moment des faits, quelque chose se défait. Ils sont en instance de divorce, ce n'est pas encore terminé, mais ce n'est plus un couple. Il y a ce moment particulier où tout existe encore officiellement, mais intérieurement, c'est déjà fini. Anne est décoratrice, elle travaille avec les espaces, elle organise, elle compose. Elle sait créer des lieux agréables, des lieux où l'on se sent bien. Mais parfois, on peut savoir faire ça pour les autres et ne plus savoir le faire pour soi. Et puis, il y a le corps, un cancer du cerveau, un événement, quelque chose qui interrompt, qui reconfigure, qui oblige à regarder autrement. Elle s'en remet, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est visible, mais s'en remettre ne veut pas dire que tout est revenu. Il reste des traces, de la fatigue, des inquiétudes, une fragilité. Et surtout, Anne est déprimée, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément visible de l'extérieur, mais quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est retiré. Une énergie, un élan, peut-être même une forme de confiance. Et avec ça, la solitude. Une solitude particulière, une solitude habitée par des pensées, par des attentes, par des questions. Une solitude dans laquelle quelque chose pourrait venir prendre place. Elle se crée un compte Instagram. Un geste banal, presque invisible, mais Anne ne maîtrise pas encore tous les codes. Elle ne connaît pas vraiment les usages, les signaux, les pièges. Elle entre dans cet espace comme on entre quelque part pour la première fois. Avec curiosité, avec ouverture, sans méfiance particulière. Et au fond, elle ne cherche pas forcément quelque chose de précis. Elle veut partager des photos de vacances et puis pourquoi pas se mettre en lien avec des personnes. Et peut-être qu'au fond, elle cherche une présence. Quelque chose qui répond, quelque chose qui regarde, quelque chose qui relie. Et c'est exactement dans cet espace-là qu'un message va apparaître. Et le premier message ne vient pas de lui, il vient d'une femme. Je suis la mère de Brad Pitt. Jane Etta Pitt. La phrase pourrait paraître étrange, presque irréaliste, mais elle ne l'est pas tant que ça. Pas à cet endroit du lien. Le message est poli, direct, sans demande, juste une présence. Anne répond, ce choix n'est pas anodin, ce n'est pas une femme quelconque, c'est une mère. Parce qu'une mère n'est pas un contact romantique. Elle ne déclenche pas la même vigilance. Elle déclenche autre chose, quelque chose de plus ancien,
de plus profond. En clinique, on sait que la figure maternelle peut activer des schémas d'attachement très précoces, des schémas qui s'organisent autour de la chaleur, de la protection, de la reconnaissance. Et Anne, à ce moment-là, est une femme de 51 ans, en instance de divorce, fragilisée par la maladie, déprimée, seule. Une femme à qui quelqu'un dit: «Je vous vois, vous avez de la valeur, vous méritez d'être connu». Et ce quelqu'un est une mère, pas un homme qui drague, pas une promesse romantique, quelque chose de plus sûr, de plus légitime. Et il y a aussi une autre fonction. En psychologie sociale, on parle de preuve sociale. L'idée est simple. Quand on ne sait pas quoi penser d'une situation, on regarde ce que les autres en pensent. On s'appuie sur leur jugement pour construire le sien. Ici, la mère fonctionne comme un tiers garant. Elle précède Brad, elle le valide, elle le présente. Ce n'est plus un inconnu qui contacte Anne, c'est quelqu'un qu'une personne de confiance a choisi de lui présenter. Et ça change tout. Parce que dans les codes sociaux ordinaires, c'est exactement comme ça qu'on rencontre les gens. Pas toujours directement, souvent par intermédiaire de quelqu'un. Les brouteurs le savent. Ils ne miment pas seulement une relation, ils miment une introduction. Une introduction légitime, reconnaissable, rassurante. Et les compliments ne viennent pas d'abord de Brad, ils viennent de la mère. C'est précis, c'est calculé. Parce que recevoir des compliments d'une mère n'active pas les mêmes défenses que recevoir des compliments d'un homme. La valorisation s'installe dans un registre neutre, presque maternel, presque sûr. Et quand Brad apparaît, Anne est déjà réchauffée, pas amoureuse ni conquise, mais ouverte. La porte n'a pas été forcée, elle a été entr'ouverte. Par quelqu'un en qui on ne pense pas à se méfier. Pendant quelques jours, rien ne déborde, les échanges restent simples, posés, réguliers. Puis au bout de 5 6 jours, le ton change légèrement. Je pourrais vous mettre en contact avec mon fils. C'est une possibilité. Aucune pression. Et en parallèle, les compliments apparaissent sur son physique, sur sa beauté, sur sa manière de s'exprimer. Des mots qui valorisent, qui reconnaissent, qui installent quelque chose. Puis vient un déplacement. Ce serait plus simple sur Telegram. Un détail, mais un détail important. Parce que l'hameçonnage ne sert pas seulement à convaincre, il sert à déplacer. Déplacer la conversation, déplacer le cadre, déplacer la vigilance. Ce serait plus simple sur Telegram. Pour elle, c'est un espace plus direct, plus discret, presque intime. Mais pour eux, c'est autre chose. Un espace moins surveillé, moins exposé, plus difficile à tracer. Un endroit où ils contrôlent le rythme, les réponses, la présence, la mise en scène. Et surtout, un endroit où le doute circule moins. Et à partir de là, le lien peut se construire autrement, plus vite, plus fort, plus serré. Et Anne, elle suit. À ce stade, rien ne semble dangereux. Puis, il apparaît, Brad Pitt. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Il pose une question. Vous ne travaillez pas dans les médias, j'espère. Je m'en méfie. Une précaution, une méfiance, quelque chose qui crédibilise. Puis il ajoute: j'aimerais être amie avec vous. Une demande simple, presque douce. Et Anne accepte. À partir de là, ce n'est plus un contact, ce n'est plus un échange, c'est un lien. Un lien qui se construit par la répétition, la présence, la continuité. Un lien qui ne repose plus seulement sur l'image, mais sur la relation. Et une fois que ce lien existe, il devient difficile à questionner. Parce qu'on ne remet pas en doute une relation de la même manière qu'on remet en doute une information. Et c'est là que quelque chose bascule, pas encore visible, pas encore nommé, mais déjà actif. L'attachement.
À ce stade, le lien est déjà là. Matin, midi, soir. Des messages tous les jours. Une présence continue, régulière, prévisible. Et Anne s'habitue. Elle attend, elle répond, elle s'ajuste. Puis un jour, quelque chose change. Pas dans le lien, dans la situation. J'ai un problème. Une phrase simple. Il lui explique que ses comptes sont bloqués. Bloqués à cause de son divorce avec Angelina Jolie. Une difficulté administrative temporaire en attente de résolution. Rien d'extraordinaire, rien d'impossible. Et surtout, quelque chose qui peut arriver. À quelqu'un, à n'importe qui. Puis vient la demande. J'ai besoin de 500 euros pour la cantine de un de mes enfants, pour ma dox. Une somme précise, une demande ciblée et immédiatement une promesse. Je te rembourserai très vite, dès que mes comptes seront débloqués. Ce n'est pas présenté comme une perte, c'est présenté comme un relais, une aide ponctuelle, un passage. Et pour renforcer la crédibilité, un cadre est proposé. Tu peux faire le virement à mon association. Un nom, un RIB, une structure, quelque chose qui rassure, qui organise, qui légitime. Anne envoie l'argent et à cet instant, quelque chose s'ancre. Pas seulement dans la transaction, dans le lien, parce que ce geste n'est pas seulement financier, c'est un engagement. Un engagement qui dit je suis là, je te crois. Et à partir de là, revenir en arrière devient plus difficile, parce que reconnaître une erreur coûte parfois plus cher psychiquement que continuer. Revenons à présent au concept de l'attachement que les brouteurs ont mis en place pour capturer Anne. L'attachement, ce n'est pas seulement aimer quelqu'un, c'est un système qui se met en route quand une présence devient importante pour notre sécurité intérieure. Quand quelqu'un répond souvent, revient tous les jours, semble disponible, attentif, ajusté, le cerveau ne dit pas forcément attention, vérifie qui c'est. Il peut dire cette présence me stabilise. Dans l'histoire d'Anne, l'attachement ne naît pas d'un coup de foudre, il naît d'un rythme. Matin, midi, soir, messages, relances, poèmes, compliments, réponses immédiates. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même presque banal, mais c'est précisément cette banalité répétée qui fabrique le lien. Le système d'attachement se construit souvent sur des choses très simples. La répétition, la disponibilité, la réponse. Et ce modèle, on le connaît depuis le tout début de la vie. Un nourrisson pleure, quelqu'un vient. Il a faim, on le nourrit. Il est inconfortable, on le porte. Toujours, régulièrement, de manière prévisible. Et petit à petit, le cerveau enregistre quelque chose de très simple mais de fondamental. Quand j'appelle, quelqu'un répond, et ce quelqu'un devient un repère, une base, une sécurité. Dans l'histoire d'Anne, ce mécanisme est réactivé. Pas avec une vraie présence physique, pas avec quelqu'un qu'elle peut rencontrer, mais avec une présence numérique qui revient, qui répond, qui ne disparaît pas. Et à cet endroit-là, on ne raisonne plus seulement, on s'attache. Quand ces éléments sont là, surtout chez quelqu'un qui traverse une période de fragilité, la présence de l'autre peut devenir un repère, pas juste un plaisir, mais un appui. Et à partir de ce moment-là, le doute change de nature. Au début, elle pourrait se demander, mais est-ce que c'est vrai ? Mais plus le lien s'installe, plus la question devient, qu'est-ce que je perds si ce n'est pas vrai ? Et c'est beaucoup plus difficile. Parce que douter, ce n'est plus seulement vérifier une information, c'est risquer de perdre la présence. Le matin, le soir, les mots, l'attention, le sentiment d'exister pour quelqu'un. C'est pour ça que les preuves fonctionnent si bien. Pas parce qu'elles sont objectivement convaincantes. Souvent, vues de l'extérieur, elles sont même grotesques. Mais pour la victime, elles arrivent au bon moment. Juste quand l'angoisse monte, elle doute, il répond. Elle s'inquiète, il rassure. Elle hésite, il envoie un document.
La preuve devient moins une information qu'un geste d'apaisement. Et ce geste dit: ne pars pas, ne doute pas, je suis encore là. L'escroc ne pirate pas seulement la confiance, il pirate le système d'attachement. Il se place comme figure disponible, puis comme figure attendue, puis comme figure nécessaire. Et puis la relation devient nécessaire, puis la pensée critique s'affaiblit. Non pas parce que la personne est bête ou encore naïve, mais parce que son appareil psychique protège le lien avant de protéger la vérité. Le cerveau humain n'est pas fait d'abord pour avoir raison, il est fait pour survivre. Et parfois, survivre psychiquement, c'est préserver un lien, même faux, même dangereux, même incohérent. C'est là que l'arnaque devient une emprise. Pas une emprise brutale, une emprise douce, une emprise par présence. L'escroc ne dit pas seulement «donne-moi de l'argent», il installe d'abord «je suis là, je te vois, tu comptes pour moi, tu es spécial, je reviens». Et une fois que cette présence est devenue une forme de nourriture affective, l'argent peut entrer dans le circuit. La demande financière devient presque secondaire. Elle arrive comme une épreuve du lien. Si tu m'aimes, aide-moi. Si tu crois en moi, avance-moi cette somme. Si tu doutes, tu me blesses. Et là, la victime n'est plus seulement en train de payer, elle est en train de maintenir le lien vivant. Au début, ce n'est pas grand-chose. Quelques centaines d'euros, une aide ponctuelle. Puis ça augmente. Des milliers de dollars, 15 000, puis davantage. Beaucoup davantage. Des sommes qui dépassent les 100 000. Mais cette montée n'est pas brutale. Elle est construite, ajustée, progressive. Parce qu'entre-temps, quelque chose a été repéré, quelque chose d'essentiel. La faille. Anne parle. Elle raconte sa maladie, le cancer, ce que ça a laissé. Et en face, on n'écoute pas seulement. On enregistre, on repère, on comprend. Parce que dans ce type d'arnaque, l'information intime n'est jamais neutre. Elle devient un levier. Et quelques jours plus tard, le récit change. C'est lui qui est malade. Gravement. Une greffe, un rein, même registre, même menace, même urgence. Ce n'est pas un hasard. C'est un miroir. Parce que quoi de plus puissant que de demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà traversé ça? Elle comprend, elle sait ce que c'est. La peur, l'attente, l'hôpital, l'angoisse. Et à cet endroit-là, ce n'est plus une demande, c'est une résonance. Alors elle donne encore et encore, parce qu'elle n'aide pas un homme, elle aide quelqu'un qui vit quelque chose qu'elle connaît. Et pourtant, les images arrivent, des photos montées, mal faites, parfois grossières. De l'extérieur, ça ne tient pas. Ça saute aux yeux, c'est visible. Alors la question revient encore et toujours, comment peut-elle y croire? Parce que croire n'est pas toujours une décision, c'est parfois un état. Et cet état est déjà là. Avant les images, avant les preuves, ce qu'elle voit, ce ne sont pas seulement des photos, ce sont des confirmations de quelque chose qui existe déjà pour elle. Le lien. Et surtout, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus fin. Chaque doute déclenche une réponse immédiate, adaptée. Un document, un appel, un médecin qui existe vraiment. Et parfois, il appelle. Lui, le médecin, il parle, il confirme. Puis les enfants, ils appellent, ils remercient. Ils comptent sur elle. Et là, le doute devient presque impossible. Pas parce que tout est crédible, mais parce que tout répond. Cliniquement, on pourrait dire ça simplement. La réalité visuelle ne pèse plus aussi lourd que la réalité relationnelle. Ce qu'elle ressent, le lien, la présence, les appels, les voix, les réponses, pèsent plus lourd que ce qu'elle voit. Alors, le cerveau fait un choix. Pas un choix conscient, un ajustement. Il garde le lien et il tord la réalité. Juste assez pour que tout tienne ensemble.
non pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle est engagée, attachée, impliquée. Et ce moment-là, ce n'est plus seulement une arnaque, c'est une emprise, douce, continue, invisible. Et en réalité, elle n'était pas face à un homme, elle était face à un système, pas une personne, plusieurs personnes, une équipe organisée, structurée, des rôles précis, distribués, un médecin qui appelle, qui explique, qui rassure, des enfants qui remercient, qui supplient presque, des avocats, des intermédiaires, des figures d'autorité, une industrie organisée. On les appelle les brouteurs, un terme né en Côte d'Ivoire où le phénomène s'est structuré dans les années 2000. Ce sont des équipes, des hommes et des femmes, qui travaillent en rotation, par shift, comme dans n'importe quel centre d'appel. Ils ont des scripts, des réponses préparées pour chaque situation. Le doute, la résistance, le retrait, ils savent quoi dire à quel moment, dans quel registre émotionnel. Ils jouent plusieurs victimes en même temps, plusieurs personnages, plusieurs histoires, en parallèle, sans interruption. Dans le cas d'Anne, il n'y avait probablement pas un seul interlocuteur. Plusieurs personnes ont incarné Brad Pitt, à différents moments, à différentes heures. Ce qu'Anne vivait comme une relation unique était géré en équipe, planifié, optimisé. Et le résultat, ce sont 830 000 € versés sur 18 mois. Une somme qui donne le vertige, mais qui ne doit pas faire oublier que derrière chaque virement, il y avait une décision. Une décision prise par quelqu'un qui croyait aider, qui croyait être aimé, qui croyait ne pas être seul. Anne n'est pas un cas isolé. En France, les arnaques sentimentales représentent des dizaines de millions d'euros de préjudice chaque année. Des milliers de victimes déclarées. Et pour chaque victime déclarée, combien qui n'ont rien dit, par honte, par peur du jugement, par impossibilité de nommer ce qui s'est passé. Et parfois, il y a autre chose. Des personnes qui n'ont pas survécu, pas à la perte d'argent, à la perte du lien. Parce que pour certaines victimes, ce lien fabriqué était devenu le seul espace de parole, le seul regard, la seule présence. Et quand il disparaît, ce n'est pas seulement une arnaque qui se révèle, c'est un vide qui s'ouvre, brutal, total, insupportable. Certaines personnes ne s'en remettent pas. Alors non, ce n'est pas une histoire drôle, ce n'est pas une histoire de crédulité. C'est une histoire de solitude, d'exploitation et de violence. Une violence qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui peut être mortelle. Et à un moment donné, il n'y a plus personne, plus de messages, plus de voix, plus de réponses. Juste elle et ce qu'elle vient de comprendre. Puis le monde revient, l'histoire sort, elle circule, elle se raconte. Et très vite, elle ne lui appartient plus. Ce n'est plus une femme, c'est une histoire, un cas, un exemple. Et avec ça, les réactions, les rires, les commentaires, les jugements. Mais comment elle a pu croire ça? C'était évident, mais moi jamais. Alors qu'à Saint-Estan, elle vient juste de tomber. Pas seulement de comprendre, mais de tomber. Et ce regard qui arrive après ne vient pas aider, il vient fixer, enfermer, comme si tout pouvait se résumer à une erreur, à une naïveté, alors que ce qui s'est joué est ailleurs, beaucoup plus profond. Et peut-être que ces rires ne parlent pas d'elle, mais de nous, de notre besoin de croire qu'on aurait vu, qu'on aurait compris, qu'on aurait résisté, comme si se moquer permettait de mettre de la distance entre cette histoire et nous. Ce qu'on lui a pris, ce n'est pas seulement de l'argent. Pendant 18 mois, quelque chose existait, une présence, un regard, quelqu'un qui répondait, tous les jours. Et ce quelqu'un n'existait pas. Mais ce qu'elle a ressenti, elle, existait. La solitude qui s'est allégée était réelle, le sentiment d'être vue était réel, l'élan qu'elle a eu vers quelqu'un était réel. Ce qui était faux, c'est l'objet, pas le besoin.
Et si vous vous reconnaissez dans quelque chose de cette histoire, pas nécessairement dans les faits, mais dans quelque chose de plus diffus, une relation qui s'est emballée trop vite, une dette que vous n'aviez pas contractée mais que vous portiez quand même, un lien qui vous a laissé plus petit qu'il ne vous a trouvé, sachez que ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de force, ces mécanismes ciblent ce qu'il y a de plus sain en vous, la capacité à faire confiance, la capacité à prendre soin, la capacité à croire que l'autre est réel. Ce que cette histoire laisse, ce n'est pas seulement une leçon de prudence, c'est une question plus difficile, celle de savoir ce qu'on fait d'un monde où la capacité à s'ouvrir est aussi ce qui expose, où ce qu'on a de plus humain est aussi ce qu'on peut nous prendre. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Si cet épisode vous a touché, troublé ou simplement fait réfléchir, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant, en laissant une note ou en le partageant autour de vous. Merci et à très bientôt.